Bonjour, Pascal Duris, je suis professeur à l'Université de Bordeaux où j'enseigne l'épistémologie et l'histoire des sciences. Je suis spécialiste de l'histoire des sciences naturelles et biologiques plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle. Je vais parler tout à l'heure avec une communication, une intervention qui s'intitule Linné, le prince des botanistes. Linné, c'est la grande figure des sciences naturelles au XVIIIe et on lui doit deux choses importantes. C'est d'abord d'avoir classé le règne animal, le règne végétal dans des ouvrages qui continuent à faire date aujourd'hui, et puis d'être l'inventeur, celui qui a généralisé, codifié la fameuse nomenclature linnéenne qu'on appelle aussi nomenclature binominale ou binomiale, nomenclature latine, qui fait que le chêne s'appelle Quercus robur pour nous aujourd'hui, ou le chien Canis familiaris. La présentation, c'est Linné, le prince des botanistes, mais ça aurait aussi bien pu s'appeler Linné, le Pline du Nord, le législateur des sciences naturelles, le second Adam, le roi des fleurs, etc. Puisque voilà quelques-uns des surnoms qui ont été donnés à Linné par ses contemporains et ses successeurs. Et d'ailleurs, voyez comme les choses sont bien faites, parce que des chercheurs du laboratoire de physique théorique de l'Université de Toulouse ont fait en 2014 une drôle mais très sérieuse découverte à partir de l'étude de sites Wikipédia de 24 pays. Ils ont montré que la personne la plus influente d'Internet n'est pas du tout celle à laquelle vous pensez, mais est Carl von Linné en un, devant Jésus, Aristote, Napoléon, Shakespeare et deux, trois autres personnages moins recommandables dont je passe les noms. Alors cette première place n'est pas usurpée, bien sûr, car comme vous le savez, évidemment, Carl von Linné est une figure emblématique des sciences naturelles européennes au XVIIIe siècle. Il est le fondateur de la première véritable classification scientifique des êtres vivants, des plantes et des animaux. Il est l'inventeur de la manière actuelle de les nommer. La présentation précédente en est une illustration, c'est ce qu'on appelle la nomenclature binominale ou la nomenclature linnéenne. Alors, fondateur de la classification scientifique des êtres vivants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Linné a entrepris et mené à bien l'inventaire, la description et la classification d'une partie des quelques 8 à 20 millions d'espèces vivant sur le globe, peut-être plus, c'est-à-dire quand même, au XVIIIe siècle, plusieurs dizaines de milliers d'espèces végétales et animales. Alors Linné ne s'est pas laissé impressionner par l'ampleur et la difficulté de l'entreprise, car il a la conviction d'avoir été choisi par Dieu lui-même pour retrouver l'ordre de la création. Alors Linné aime à marteler cette phrase définitive que vous avez sous les yeux, Deus creavit laneus disposuit, Dieu a créé le monde et Linné l'a ordonné. Alors selon Linné, mais pas seulement, on va dire, selon Linné, selon tous ses contemporains du XVIIIe, Dieu, il y a 6000 ans, a créé en 6 jours, sur une île paradisiaque située sous l'équateur, toutes les espèces végétales et animales connues. Puis Dieu a demandé à Adam de leur donner un nom, donc Adam est le premier des naturalistes. Alors pourquoi il y a 6000 ans? Eh bien parce que les exégètes de la Bible assurent depuis le milieu du XVIIe siècle que Dieu a entamé la création du monde en 4004 avant notre ère, le 23 octobre exactement, un dimanche, à 9h du matin, précise un de ses auteurs. Je n'invente rien, bien sûr. Pour Linné, les espèces vivantes créées par Dieu sont donc parfaites, immuables, éternelles. Aucune espèce n'a disparu par rapport à son époque, le XVIIIe siècle, mais aussi aucune nouvelle n'est apparue. Linné est donc la figure type du créationniste, sans connotation péjorative, créationniste et donc fixiste. Alors, qui est Linné exactement? Quelle est sa formation? Eh bien, Linné est né le 23 mai 1707 dans le sud de la Suède. Il est mort à Uppsala le 10 janvier 1778. 1778, c'est la même année que Voltaire et Jean-Jacques Rousseau nous quittent également. Donc il est initié à la botanique par son père, un modeste pasteur de campagne. Linné se découvre très tôt une passion pour les sciences de la nature. En 1727, il entreprend des études de médecine à l'université de Lund, d'abord près de la mer Baltique, puis à celle plus prestigieuse, même d'Uppsala. En 1732, première étape importante dans sa vie, il fait un voyage de 5 mois en Laponie,
Donc on voyage beaucoup, donc on nous a invités ce matin au Sahara, moi je vous invite maintenant en Scandinavie, en Laponie, au-delà du cercle arctique, voyage dont il rapporte un très beau costume de Lapon. Donc, il est très fier, le voici en costume. Il ramène également des pittoresques carnets de route et surtout la matière d'une flora laponica qui relate ses herborisations tout au long des quelques 5000 kilomètres d'un périple qui vont convaincre Linné qu'il n'est pas fait pour voyager. Linné est un naturaliste de cabinet. 3 ans plus tard, en 1735, il part en Hollande pour y passer sa thèse de médecine après avoir suivi un cursus d'1 semaine et obtenir ainsi le titre de docteur. Pardon pour les étudiants, mais ça fait rêver. Alors, commence alors pour lui 3 années particulièrement fécondes, au cours desquelles il rédige et publie plusieurs de ses ouvrages fondamentaux. Le premier d'entre eux, le plus célèbre, c'est le fameux Systema Naturae, dont la première édition, très rare aujourd'hui, paraît à Leyde en 1735. Linné y distribue, vous le voyez d'ailleurs sur la page de titre, alors bon, les ouvrages de Linné sont tous en latin, mais malgré tout un latin à peu près accessible, sans trop de formation. Et nous allons échapper au pire, car il est suédois. Et peut-être que vous verrez sur une diapositive tout à l'heure des phrases en suédois gothique. Et franchement, entre le latin et le suédois gothique, il vaut mieux qu'il ait publié tout en latin. Alors, il distribue tous les représentants alors connus des 3 règnes minérales, végétal et animal, en classes, ordres, genres et espèces, vous le voyez. L'ouvrage est salué par les naturalistes du monde entier. Il connaîtra du vivant de l'auteur 12 éditions, sans cesse augmentées. C'est, selon Linné, un chef-d'œuvre que l'on ne relira jamais assez souvent et que l'on n'admirera jamais trop. Il y a un peu de Trump chez Linné, ou inversement. Linné y divise les plantes en 24 classes en fonction principalement du nombre de leurs étamines et de leur mode d'insertion par rapport au pistil. Sa première classe, celle en haut, qui réunit les plantes n'ayant qu'une étamine, est appelée monandria. La deuxième, qui réunit celles ayant 2 étamines, diandria. La troisième, triandria, et ainsi de suite, à quelques détails près pour les 23 premières classes, lesquelles réunissent nos actuelles plantes à fleurs. Et puis une 24e classe, tout à fait en bas, que Linné appelle Cryptogamia, regroupe les plantes dont les organes sexuels ne sont pas apparents, comme selon Linné, c'est le savoir botanique du XVIIIe siècle, les mousses, les lichens ou les fougères. Et puis ces 24 classes sont à leur tour divisées en ordre d'après les caractères du pistil. C'est ce qu'on appelle le système sexuel linnéen auquel il avait réfléchi dès 1729 dans une brochure intitulée Praeludia Sponsaliorum Plantarum, dont une traduction, vous avez ici à gauche, vient de paraître il y a quelques jours. Alors, assez bizarrement, l'austère Linné, fils d'un pasteur, a l'idée, pour mieux faire comprendre son système, d'expliciter le nom de ces 24 classes par des métaphores anthropomorphiques. En clair, il ne va plus parler de floraison, mais de mariage, lesquels mariages peuvent être publics ou clandestins. La fleur devient le lit nuptial, les étamines sont des maris, les pistils sont des épouses. Bon, dit comme cela, tout paraît simple. Par exemple, la première classe du système de Linné que j'évoquais à l'instant, la monandria, réunit les plantes dont les mariages sont publics, traduire dont les fleurs sont visibles par tous et pour lesquelles un unique mari et une unique femme partagent le même lit. Bon, traduisez une seule étamine et un seul pistil dans une même fleur. Mais déjà pour le diandria, 2e classe du système de Linné, qui réunit les fleurs ayant 2 étamines et un pistil, les choses se gâtent sérieusement, puisque en termes imagés, il y a donc désormais 2 maris pour un même mariage, ce qui, au XVIIIe siècle, faisait déjà beaucoup. Et comme il y a 24 classes dans ce système, certaines d'entre elles offrent nécessairement des combinaisons particulièrement osées que je vous laisse imaginer. Je n'ai pas besoin de vous dire du coup que ces images seront jugées scandaleuse par nombre des contemporains de Linné. Un de ses détracteurs parle même de prostitution répugnante. Mais je n'ai pas besoin de vous dire non plus que ce sont ces images
qui vont faire le succès planétaire de la classification botanique de Linné. Quant au règne animal, Linné le divise en 6 grandes classes, les quadrupèdes, les oiseaux, les amphibies, les poissons, les insectes, les vers. Vous voyez à droite, là en gothique, ça c'est la traduction suédoise, hein, donc vous voyez à quoi on a échappé. Alors la vraie question qu'on peut se poser déjà pour cette classification du règne animal, c'est de savoir si l'espèce humaine y figure. La réponse est oui. L'homme, la femme, est étudiée pour la première fois par Linné comme n'importe quelle autre espèce vivante. Elle est classée par lui en 1735 au sein des quadrupèdes anthropomorphes, en compagnie du singe et du paresseux. Saluée partout en Europe et dans le monde, l'œuvre classificatoire de Linné et les présupposés théologiques qui la sous-tendent n'ont jamais fait l'unanimité en France. Les botanistes Bernard et Antoine-Laurent de Jussieu en haut à gauche et Michel Adanson en bas à gauche opposent à son système sexuel une méthode plus naturelle de classement fondée sur la subordination des caractères, laquelle méthode naturelle est adoptée au Jardin du Roi à partir de 1774. Et Buffon, à droite, intendant de ce même Jardin du Roi, ce qui va devenir le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, intendant donc Buffon de ce Jardin du Roi pendant 50 ans, lui ne voit dans l'entreprise linnéenne guère plus, je le cite, que des échafaudages pour arriver à la science et non pas la science elle-même. Pour lui, c'est Buffon qui parle, toutes les classifications sont défectueuses, celle de Linné surtout, qui confond les arbres avec les herbes, et réunit dans les mêmes classes le mûrier et l'ortie, la tulipe et l'épine-vinette, l'orme et la carotte, la rose et la fraise, le chêne et la pin prunelle. Eh bien, évidemment, toutes ces classifications sont à bannir. Alors, vous l'avez compris, le Systema Naturae de Linné est son œuvre maîtresse, mais son œuvre scientifique ne s'arrête pas là. En 1736, il publie Fundamenta Botanica et en 1737, il fait paraître coup sur coup 2 ouvrages, Genera Plantarum, dans lequel il décrit quelques 935 genres de plantes connus à l'époque, et un autre ouvrage, Critica Botanica. De retour en Suède en 1738, il s'installe comme médecin, après sa semaine d'études médicales, vous vous souvenez, à Stockholm, et en 1741, il devient titulaire de la chaire de botanique et de matière médicale de l'université d'Uppsala, poste qu'il occupera jusqu'à la fin de sa vie en 1778. Cette même année, 1741, Linné entreprend un autre voyage d'études de 2 mois et demi dans les îles Öland et Gotland, en mer Baltique, et soucieux de concision, il a l'idée, dans l'index de son journal de voyage, de nommer les plantes et les animaux récoltés par 2 mots latins. Et on assiste là, à partir de 1741-45, au début de cette fameuse nomenclature binominale de Linné qui constitue, après sa classification que je viens d'évoquer, l'autre titre de gloire de Linné. Avec Linné, en effet, le nom scientifique de tout être vivant va désormais se composer de 2 mots latins. Évidemment, là, j'ai un peu honte de vous parler comme ça. Là, le premier, c'est un substantif commençant toujours par une majuscule, vous l'avez bien vu, indique le nom du genre auquel appartient l'espèce étudiée. Le deuxième est l'épithète, toujours en minuscule, ou à peu près dite non triviale, donne le nom de l'espèce proprement dit, par exemple Fagus sylvatica, mais là je m'aventure sur des terres, c'est pas le moment, devant vous, Salvia officinalis, et puis alors on a un peu plus Canis familiaris pour le chien, Canis lupus pour le loup, qui appartient donc au même genre Canis que le chien, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux longues phrases descriptives qui étaient employées par les prédécesseurs et même un certain nombre de contemporains de Linné pour nommer les espèces, ça veut dire qu'à partir de Linné, le nom d'une espèce ne change plus quand une nouvelle espèce est découverte. En d'autres termes, le nom scientifique de l'espèce est clairement distinct de sa description. Alors Linné va généraliser la nomenclature binominale d'abord chez les plantes, dans son monumental 1240 pages, ouvrage qu'on appelle le Species Plantarum de 1753, la plus grande œuvre accomplie dans le royaume de la science, vous vous souvenez de Trump, selon Linné, qui décrit et classe quelques 5900 espèces, représentant environ 8000 plantes du monde entier, et puis il va généraliser cette même nomenclature binominale chez les animaux, dans la fameuse 10e édition du Systema Naturae de 1758, qui décrit environ 6000 espèces végétales, 4000 espèces animales, etc.
Et comme pour ces classifications, la nomenclature binominale de Linné a ses adversaires et ses partisans. Dans le camp des détracteurs, on trouve, sans surprise, Buffon et Adanson, qu'on a évoqués tout à l'heure. Dans le camp des défenseurs, il y a la famille Jussieu et Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, linnéen fervent, auteur de lettres élémentaires sur la botanique, adressées à Madame de Lesseps, et aussi de fragments pour un dictionnaire des termes d'usage en botanique. Et voilà ce qu'écrit Jean-Jacques Rousseau à propos de cette fameuse nomenclature binominale. La grande commodité de cette nouvelle nomenclature et son utilité que l'usage a fait connaître, explique Rousseau donc en 1774, l'ont fait adopter presque universellement dans toute l'Europe et même à Paris. Vous voyez là ce qu'il veut dire. Monsieur de Jussieu vient de l'établir au Jardin du Roi. Alors ce n'est pas que cette nomenclature linnéenne n'ait encore ses défauts et ne laisse de grandes prises à la critique, mais en attendant qu'on en trouve une plus parfaite, à qui rien ne manque, il vaut 100 fois mieux adopter celle-là que de n'en avoir aucune. J'ai même peine à croire qu'une meilleure nomenclature puisse avoir désormais assez de succès pour proscrire celle-ci, à laquelle les botanistes de l'Europe sont déjà tout accoutumés. Il faudrait pour opérer ce changement un auteur dont le crédit effaça celui de M. Linnaeus, et à l'autorité duquel l'Europe entière voulut se soumettre une seconde fois, ce qui me paraît difficile à espérer. Vous voyez, ça illustre les tensions qu'il y a eu, tout de même, à l'imposition, en quelque sorte, de cette nomenclature binominale partout en Europe. Alors, premier homme de lettres suédois à être fait chevalier de l'étoile royale de l'étoile polaire, enfin, chevalier de l'ordre royal de l'étoile polaire en 1753, anobli en 1762 par le roi Adolphe Frédéric de Suède, Carl Linnaeus devient Carl von Linné, membre de la plupart des académies et sociétés savantes d'Europe. Linné connaît de son vivant tous les honneurs. Des médailles sont frappées à son effigie, en haut à gauche, dès 1746. D'innombrables tableaux, gravures, bustes, statues le représentent partout dans le monde, ici à Londres, avec ses attributs que sont la modeste Linnaea borealis, que vous avez en bas à gauche, la seule espèce que Linné permettra qu'on nomme en son honneur. Et à sa mort, en 1778, la Suède lui fait des funérailles nationales. Mais Linné ne meurt pas, si je puis dire, en 1778. Ses idées ne disparaissent pas avec sa mort. Une première société linnéenne voit le jour à Paris en décembre 1787, 2 mois avant celle de Londres, que vous connaissez bien, toujours en activité. En France, les révolutionnaires s'enthousiasment pour la langue nouvelle dont Linné a doté la botanique et la zoologie. Avec le culte de Rousseau sous la Révolution, l'histoire naturelle devient au goût du jour. C'est une science plus populaire que les mathématiques ou la physique, pense-t-on, sous la Révolution. Et avec ce culte des arbres de la liberté qu'il faut choisir avec soin, il ne s'agirait pas de planter un arbre de la liberté en pleine Révolution pour qu'il pourrisse 15 jours plus tard, eh bien, ces arbres sont plantés partout sur les territoires et le calendrier républicain, créé le 15 Vendémiaire de l'an 2, emprunte plusieurs de ces noms de mois, Germinal, Messidor, Brumaire, à une dissertation de Linné qui s'appelle Calendarium Florae, 1756. On doit ça à Fabre d'Églantine, notamment. Et vous savez bien que ce calendrier lui-même, républicain, devient agreste. Je ne sais pas quel jour nous sommes, nous, aujourd'hui, précisément, mais à l'époque, on pouvait être le jour de l'arrosoir, celui du radis ou celui du fumier. Émerge ainsi, donc, peu à peu, ce qu'on pourrait appeler un néo-linnéisme, une sorte de linnéisme après Linné, qui, sous la Restauration, en France, va trouver son expression la plus spectaculaire dans la multiplication des sociétés linnéennes. À Bordeaux, en 1818, c'est la première en France, après celle un peu éphémère de Paris, que j'évoquais tout à l'heure. À Paris, d'une manière un peu plus officielle, cette fois-ci en 1821. À Lyon, toujours en activité, en 1822. À Caen, en 1823, mais je n'ai pas trouvé de société linnéenne à Toulouse. Il en va de même ailleurs dans le monde, Société linnéenne de Philadelphie en 1806, d'Uppsala en 1807, de Boston en 1813. Toutes ces sociétés ouvertes aux femmes en France célèbrent un véritable culte de Linné, notamment lors de fêtes champêtres, dont vous avez ici quelques images. Voilà.
en voilà encore une autre, des fêtes champêtres, donc dites fêtes linéennes, dont le rituel est soigneusement codifié. Et le combat mené par ces sociétés linéennes dans la première moitié du XIXe siècle, le retour aux dogmes linéens, tels qu'ils sont exposés par exemple dans la Philosophia Botanica de 1751, ce culte de Linné, la création même des sociétés linéennes, a longtemps paru anachronique au début du XIXe siècle. Et en réalité, ce culte, ces fondations multiples de sociétés linéennes ont permis de prendre conscience de la nécessité de stabiliser, d'harmoniser la nomenclature scientifique au niveau international. Ce sera l'œuvre à la fin du XIXe siècle des codes internationaux de nomenclature qui, encore aujourd'hui, donnent aux écrits de Linné une priorité absolue. Alors j'ai évoqué tout à l'heure la figure de Jean-Jacques Rousseau. Je voudrais, si vous me le permettez, pour illustrer l'immense célébrité de Linné au XVIIIe siècle, terminer mon propos en vous lisant l'unique lettre conservée que Jean-Jacques Rousseau a écrit à Linné, datée de Paris le 21 septembre 1771. Cette lettre répond à un courrier du naturaliste suédois, lettre aujourd'hui introuvable. Recevez avec bonté, Monsieur, écrit Jean-Jacques Rousseau, l'hommage d'un très ignare, mais très zélé disciple de vos disciples, qui doit en grande partie à la méditation de vos écrits la tranquillité dont il jouit au milieu d'une persécution d'autant plus cruelle qu'elle est plus cachée et qu'elle couvre du masque de la bienveillance et de l'amitié la plus terrible haine que l'enfer excita jamais. Seul avec la nature et vous. Seul avec la nature et vous, je passe dans mes promenades champêtres des heures délicieuses. Et je tire un profit plus réel de votre Philosophia Botanica que de tous les livres de morale. J'apprends avec joie que je ne vous suis pas tout à fait inconnu et que vous voulez bien même me destiner quelques-unes de vos productions. Soyez persuadé, monsieur, qu'elles me feront ma lecture chérie et que ce plaisir deviendra plus vif encore par celui de les tenir de vous. J'amuse ma vieille enfance à faire une petite collection de fruits et de graines. Si parmi vos trésors, en ce genre, il se trouvait quelques rebuts dont vous voulussiez faire un heureux, daignez songer à moi. Je les recevrai, monsieur, avec une reconnaissance, seul retour que je puisse vous offrir, mais que le cœur dont elle part ne rend pas indigne de vous. Et Rousseau de conclure, et moi aussi, adieu, monsieur, continuez d'ouvrir et d'interpréter aux hommes le livre de la nature. Pour moi, comptant d'en déchiffrer quelques mots à votre suite dans le feuillet du règne végétal, je vous lis, je vous étudie, je vous médite, je vous honore et vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie. Bonjour. Vous avez précisé que les sociétés linéennes, elles étaient ouvertes aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi ce choix a été fait à ce moment-là et apparemment était différent de ces modèles? Oui, c'est une particularité. En même temps, c'est quelque chose quand même relativement fréquent dans le domaine de la botanique. La botanique est par essence une science qui très très vite va conquérir un public féminin. Bon, vous savez bien que le public féminin, on estimait pendant très longtemps qu'à part peut-être la musique, la peinture, les sciences devaient leur être totalement étrangères. On n'avait pas les capacités intellectuelles pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de ces sciences. Rousseau va y travailler beaucoup. Linné, pas tellement. Linné, il a une vie familiale à la fois très paisible mais un peu austère, mais il a eu des filles, et ces filles, dans un premier temps, après sa mort, ont porté d'une certaine manière la bonne parole à travers l'Europe, mais en particulier dans des pays comme l'Angleterre et la France. Et puis donc, sous la Révolution française, la botanique s'est démocratisée à la suite justement des écrits de Jean-Jacques Rousseau, et les sociétés linéennes donc qui apparaissent, alors j'en ai évoqué une pour 1787, mais celle-ci est un peu éphémère, mais disons à partir de 1818, à Bordeaux et puis Lyon, etc., ces sociétés-là, d'entrée de jeu, ouvrent leurs portes aux femmes. Alors pourquoi? Parce que il y a, comme je l'ai évoqué rapidement, ces sociétés-là célèbrent un véritable culte de Linné. Le culte de Linné, il y a deux moments importants dans la vie d'une société linéenne. C'est au mois de juin,
Alors il y a au mois de juin, c'est parce qu'il fait beau et qu'on peut herboriser très très tôt le matin, avant les chaleurs de la journée et puis jusqu'à tard en soirée. Et là, c'est le moment vraiment de la fête linéenne, avec banquet, avec herborisation, avec lecture, et du coup, les lieux doivent être décorés avec des couronnes de fleurs, avec chacune des 24 plantes qui illustre évidemment la classification de Linné. Donc, si vous voulez, les dames sont impliquées, alors dans plein de choses en fait. Elles sont impliquées dans la décoration des lieux, dans l'animation. On peut leur dédier des poésies. Donc, elles font vraiment partie intégrante. Alors, c'est souvent, bien sûr, les épouses des Linnéens, leurs filles, hein, mais elles sont, voilà, ça semble naturel. C'est pas le cas de toutes les sociétés linnéennes. Enfin, c'est le cas en France. Alors, c'est particulièrement le cas à Bordeaux, c'était le cas à Paris. C'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Hein. Il me semble me souvenir que la société de Londres a été fermée à double tour jusqu'au début du XXe siècle. Mais c'est vraiment un lieu. Les sociétés étant, ça ne veut pas dire que tous les botanistes sont des gens particulièrement ouverts à la présence féminine. Il a été mentionné tout à l'heure rapidement le nom de Candolle, Augustin Pyramus de Candolle, et puis son fils, je crois, Alphonse. Alphonse tient en 1870 des propos sur les dames, que évidemment je me fais un plaisir de lire aux étudiants, mais je m'en fuis immédiatement. Il tient des propos qui... Donc, c'est presque naturel, si vous voulez, hein, que les dames s'occupent de botanique et que elles réalisent... Vous savez, la présence des femmes, bon, les travaux des historiens des sciences le montrent de plus en plus, hein, elles ont une présence qui est discrète, qui a été complètement oubliée de notre époque, mais elles travaillent dans l'illustration, elles travaillent dans la traduction, elles aident en permanence leurs conjoints, leurs enfants dans ce domaine de la botanique. C'est d'ailleurs, j'ai évoqué tout à l'heure la traduction des Sponsalia plantarum, qui vient de sortir, c'est l'œuvre d'une dame. Oui, merci pour ce complément, parce que la phrase étant dite juste comme ça au milieu du reste du texte, et connaissant la misogynie de Rousseau, j'étais étonnée. Et avec ce complément, on comprend mieux laquelle Oubliez pas ces lettres élémentaires, hein, Madame de Lesser. Et alors, pour lui, bon, pour Rousseau, il y a vraiment une vocation, en quelque sorte, de botaniste dans les dernières, quand même une bonne période de sa vie, hein, dans les dernières années de sa vie. Mais c'est contradictoire. Hein. Il s'adresse à la fois, il souhaite faire confectionner des herbiers, introduire à botanique un public féminin, et puis en même temps, dans son dictionnaire, parfois, il considère que c'est tellement compliqué, la botanique, qu'il y a du latin, qu'il y a du grec, et que là, je ne suis pas bien sûr que les dames vont saisir tout. Il y a les deux. Comme d'habitude, on peut faire de Rousseau un bon féministe, à l'aune de nos critères d'aujourd'hui, ou au contraire, en faire un furieux misogyne. Ces distinctions n'ont pas de sens, en fait, à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des catégories de pensée que nous avons, nous, aujourd'hui. Mais, par exemple, Linné, on nous dit, les classes, par exemple, sont établies en botanique sur les étamines. C'est-à-dire sur les caractères sexuels mâles. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oui, Linné, il est misogyne sur ce point-là, mais ça n'a pas de sens. Il est misogyne comme 99% de ses camarades, de ses contemporains. Vous voyez, ce sont des distinctions qui n'ont pas de sens pour l'époque. C'est comme si on disait ils sont favorables à la peine de mort. Oui, ça c'est sûr. Enfin, vous voyez, c'est des débats. C'est ça toute la difficulté entre guillemets de l'histoire des sciences, c'est de ne pas prêter à ceux qui nous ont précédés des intentions, des réactions, des réflexions sur des sujets qui ne les préoccupaient même pas. Voilà. Oui. Pour avoir moi aussi fréquenté un peu Linné, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'était pas simplement autiste. Pour avoir mené à terme une entreprise aussi folle et pour avoir une estime aussi haute de lui-même. Voilà. Alors, cela dit, certains ont beaucoup reproché à Linné d'avoir changé les noms des plantes. Or, moi, justement, en écrivant mon dictionnaire, j'ai découvert que finalement, chaque fois que Linné l'a pu, en fonction des règles qui s'étaient établies, il a retenu les noms de ses prédécesseurs. Et parmi eux, en particulier, Tournefort, dont il prend quasiment systématiquement les noms. Alors, à l'exception, et c'est là où j'en veux, pas simplement à Linné aussi, c'est qu'il refusait les noms barbares.
Hein, et ce qui nous doit le fait que le cacao ne s'appelle pas cacao mais diorama, que le maïs s'appelle zéa, etc. Voilà. Mais donc, mais Linné, je veux dire, il avait quand même, comment dire, un caractère assez spécial, disons. Non, c'est un fou furieux. Il est paranoïaque, il est autoritaire, rancunier. Il a écrit un livre qui s'appelle Nemesis Divina, donc en latin là, complètement, dans lequel il a listé toute sa vie, il a épié, on va dire, épié ses contemporains dans sa ville, dans son entourage, et il a listé tout ce qu'il pouvait leur reprocher, enfin bon, les ménages à trois, enfin tout, et à chaque fois qu'il meurt, c'est bien fait, voilà pourquoi il y a ça. Donc c'est un fou. C'est certain. C'est pour ça que Madame Linné, quand il est mort en 1700, c'est ce qui explique la fondation de la Société linnéenne de Londres. Lorsqu'il meurt, Linné, en 1778, Madame Linné, enfin soulagée, dit « Qui veut des herbes, du fourrage de mon mari ?» Et James Edward Smith, un Anglais qui passe par là, il dit « Bon, moi, si vous voulez, ça me va bien. » Et il rapatrie toutes les collections, correspondances, herbiers, tout ce que vous voulez, manuscrits, bibliothèques, à Londres, et c'est ce qui constitue le fonds ancien de la Société linnéenne de Londres. Parce que Madame Linné en avait vraiment, par-dessus la tête du caractère épouvantable de son mari. Mais en même temps, c'est son despotisme, son autoritarisme, etc. Vous savez que son grand ennemi en France, je l'ai à peine évoqué, mais c'est Buffon. Hein, il l'aurait surnommé le crapaud Buffo. En l'honneur de Buffon. Donc, je m'associe à ce que vous dites. Et le respect des anciens, oui, ça c'est une petite découverte qu'il y a dans le livre qui vient de paraître, c'est qu'en fait, Linné, on l'a souvent aussi décrit comme un peu conservateur, partisan des anciens terrains. En fait, il est très très bien informé de l'état des connaissances scientifiques de son temps. Et pour ce qui est de Tour-en-Fort, je suis d'accord, aux longues descriptions, certes, il a réduit, mais il a conservé en quelque sorte une sorte de respect pour ses prédécesseurs. Il faut gratter un peu. Oui, je suis d'accord. Oui. On pourrait en parler des heures. Juste, première remarque, une petite question.